Oh là là, il y a vachement de monde. Hein. J'ai pas vu autant de monde dans une salle fermée depuis longtemps. Bah, merci à vous, je suis hyper heureux de vous présenter le film. Alors d'habitude, j'aime bien en fait sonder un peu les motivations des gens. Et là, vous êtes venu voir un film qui s'appelle Les Sorcières de l'Orient. Donc, je me dis que vous êtes plutôt branchés sorcières. Un film fantastique, peut-être ou... Donc, faisons un petit sondage. Par exemple, est-ce qu'il y a des gens qui ont lu Sacrée Sorcière de Roald Dahl? Ouais, pas mal. Ou vu le film, l'adaptation avec Anjelica Huston? Ah, aussi. Bon. Première petite déception. Mes sorcières, enfin nos sorcières, je vais parler collectivement. Nos sorcières ne sont pas capables de réduire les enfants en petites souris. Et elles ne portent pas de perruque. Donc là, il y a plusieurs personnes qui ont assisté au tournage. On est formel, il n'y a pas eu d'utilisation d'aucune perruque pendant le tournage. Est-ce qu'il y a parmi vous des gens qui auraient, par exemple, vu le Kiki la petite sorcière de Miyazaki? Vous avez bien fait. La petite sorcière? Aussi, bon, Harry Potter, par exemple, vu Harry Potter. Ok, donc je pense que là on a ratissé large et après tout le monde a levé la main au moins une fois. Et c'est la deuxième petite déception de la soirée, c'est que nos sorcières sont incapables de voler, avec ou sans balai, mais pour le reste... Est-ce que je vois sur la photo, on dirait... Oui, elle vole sur la photo. C'est vrai, là je suis un peu démenti, effectivement. Mais pour le reste, je vous assure qu'elles sont capables de choses tout à fait extraordinaires. Et j'ai découvert cette histoire il n'y a pas plus de 10 ans, grâce à une personne qui est dans cette salle d'ailleurs, Ralph Hippolyte, un ancien entraîneur de l'équipe nationale de volleyball féminin, qui m'a parlé de Daimatsu et des sorcières dont j'ignorais tout. Et je suis un peu tombé amoureux de cette histoire, et je pensais qu'elle méritait qu'on leur consacre un documentaire de long métrage. C'est chose faite, donc je vous laisse maintenant le plaisir de rencontrer personnellement les sorcières de l'Orient. Bonne projection. Alors, peut-être peux-tu revenir d'abord sur le fameux élément déclencheur dont tu as parlé au début, parce que je crois que l'entraîneur de volleyball qui t'a parlé de ces sorcières t'a montré un élément qui semble te persuader de continuer, ou du moins de commencer à travailler, d'entamer des recherches. Oui, alors comme c'est mon habitude, les films ne naissent pas avec une idée de départ ou une volonté, une lubie de ma part, mais c'est toujours l'archive qui préside à mes projets de films. Et donc, comme je suis en charge d'une collection de films, une petite cinémathèque à l'INSEP, à l'Institut National du Sport, je suis un peu comme le loup dans la bergerie. Je suis entouré de jolies archives autour de moi qui ne demandent qu'à être exploitées, exhumées, mises en forme. Et effectivement, dans le cas des sorcières, j'ignorais tout de leur existence et je ne connaissais pas le lien des dessins animés avec cette histoire. Et quand je suis arrivé à l'INSEP, j'ai commencé par faire des portraits d'entraîneurs et l'un de ces portraits était consacré donc à Ralph Hippolyte, que je salue, je ne le vois pas souvent, il est là ce soir. On s'est rencontrés comme ça, j'étais très impressionné par son parcours et ses méthodes. Et donc il m'a assez vite parlé de Daimatsu, me demandant si je connaissais ça. Et puis, à un moment concomitant, on en a reparlé, je ne me souvenais plus très bien, quelqu'un de la Fédé de volley m'a apporté 2 films. Et comme Ralph n'arrêtait pas de me dire, est-ce que tu as des images de Daimatsu? Est-ce que tu as des images de Daimatsu? On a regardé ensemble. Et puis, donc, le premier choc visuel, c'était bien sûr de voir l'intensité de cet entraînement, qui pour moi était très loin des standards de l'entraînement des années 60, féminin et masculin d'ailleurs. Donc j'étais vraiment surpris par voir la vitesse des placements, la répétition aussi de leurs exercices, enfin beaucoup de choses qui étaient pour moi un peu hors radar. Et puis bien sûr, ça va tout de suite, j'ai une connexion neuronale, j'ai tout de suite pensé à Jeanne et Serge. C'était tellement confondant, des mêmes compositions d'images, les mêmes
cadrage, etc. C'était fou. Et donc j'ai découvert au même moment, parce que ce dépôt de film était accompagné aussi d'une copie de Attack No. 1, dont j'ai découvert l'existence à ce moment-là, qui est donc une sorte de matrice originelle. C'est le premier manga en 68 qui a été réalisé sur le volleyball. Une petite parenthèse spécialiste manga, vous savez, les mangas sont très spécialisés, et donc parmi le créneau des jeunes garçons, les shonen, et c'était assez courant déjà en 68 d'avoir la thématique sportive dans les shonen, mais c'était très, très rare dans les shoujo, l'équivalent, le pendant féminin pour les jeunes filles. Et donc en 1968, un petit peu donc avant les Jeux de Mexico, l'un des fabricants de ballons qui avait été le fournisseur officiel des Jeux de 64 a trouvé que c'était une bonne idée d'encourager la pratique du volley et du coup de vendre des ballons, a financé en fait un manga auprès de Shikako Urano, qui est une mangaka qui travaillait pour un magazine qui s'appelait Margaret. Et ça a été un succès retentissant. L'idée, c'était de profiter de la notoriété des sorcières et de cette image de championne avec un certain nombre d'éléments qui seront récurrents, le côté opiniâtre et puis extrêmement un certain goût de l'effort, du travail et de la réussite. Et donc dès 69, le manga va devenir un animé et ça va être le début d'une longue série. Et en réalité, Jeanne et Serge est l'arbre qui cache la forêt, parce que Jeanne et Serge a été produit en 84 et est arrivé sur nos écrans en 87. Attack No. 1 date de 1969, et entre les deux, il y en a eu une dizaine. Alors, il y a eu aussi des dramatiques, enfin des espèces de téléfilms, il y a eu une suite à Attack No. 1, etc. Donc ça m'a aussi intrigué en termes d'image, parce qu'il y avait dans l'imaginaire collectif ce dessin animé qui était très présent dans notre génération. Je savais aussi quelle influence avaient eu ces mangas sur la pratique du volleyball. En France, on remarque un pic extraordinaire à chaque exploitation du dessin animé. On voit un pic qui est très net dans les stats. Et puis, comme par exemple tous les mangas japonais ont transité par l'Italie, par les chaînes de Berlusconi, les chaînes privées. Et donc c'était le cas avec la 5 pour nous, avant que ce soit au Club Dorothée, Jeanne et Serge, et donc a transité par l'Italie. Et l'Italie est un des pays d'Europe qui a eu le plus de résultats, qui a une culture de volleyball la plus importante. On a des joueurs et des joueuses qui ont déclaré publiquement qu'ils avaient commencé le volley en voyant ces mangas. Et si on prend en comparaison l'Angleterre, qui est le seul pays où le dessin animé n'a pas été diffusé, c'est le pays où il y a le moins de culture de volley. C'est incroyable de voir l'impact médiatique. Et ce qui était drôle, c'est que donc on avait tout oublié de cette origine, puisque tout le monde avait... Jeanne et Serge est une sorte de spin-off d'Attack No. 1, et Attack No. 1 s'était inspiré de l'histoire vraie, donc tout était très confondu. Et puis ce surnom qui m'a tout de suite aussi aiguisé ma curiosité, qui était extrêmement fictionnel, les sorcières de l'Orient, et qui déjà les mettait dès le départ dans une dimension particulière, au-delà de la réalité un peu, et leur surnom, etc. Tout ça concourait à cette espèce de confusion entre la réalité et la fiction qui m'a beaucoup intéressé. Et est-ce que du coup tu as eu l'idée ou l'envie de mixer images d'archives et manga dès le début du projet? Alors, effectivement, ça me paraissait incontournable de pas seulement évoquer, mais d'utiliser le dessin animé. Dès le départ, dans l'idée d'une confusion, je voulais pas que ce soit qu'on explique qu'un dessin animé s'est inspiré, en fait, le mélange de genres se fasse, parce que visiblement les animateurs, les gens qui ont travaillé sur le dessin animé ne sont pas seulement inspirés de l'histoire, mais des archives elles-mêmes. Et on le voit, la composition des images est très proche. Donc j'ai perdu le fil. Oui, donc voilà. Et donc je me demandais effectivement comment j'allais l'intégrer. Et là, je dois vous dire que quand on réalise un film, on est très souvent... on doit faire face à des problèmes qui sont bassement techniques. On n'a pas que des bonnes idées géniales et que des envies d'être inventif. On doit combler des lacunes et des manques. Et moi, j'avais deux finales
à raconter. 2 finales de Japon-URSS, celui de 62 de 64. Et je découvre que Attack Number One, qui est un dessin animé qui dure 104 épisodes, le 103e et le 104e épisode sont consacrés exclusivement à un match entre le Japon et l'URSS. Et donc, quand j'ai commencé à vouloir raconter ces 2 finales, j'avais trouvé un film soviétique et un film français qui étaient très courts et qui ne permettaient pas de raconter, d'avoir une certaine longueur et puis surtout de retrouver l'intégrité des points et des échanges. Puisque dans ces archives, parfois le montage était un peu fantaisiste, où il y avait des faux plans de coupe, etc. Et donc j'ai décidé d'utiliser le dessin animé comme des rustines, en fait, compléter les archives qui étaient lacunaires par les dessins animés. Et donc ça, c'était en fait l'emploi. J'ai plutôt répondu à une difficulté qu'à une idée comme ça qui était préétablie. Donc voilà. Il y a eu aussi, moi, une des premières séquences que tu m'as montrées, que tu avais montée, c'était la séquence qu'on va appeler Portiched, où effectivement c'est une séquence d'entraînement très dur avec cette musique, et puis vient s'intégrer également des éléments de dessin animé avec les ballons qui fusent de toutes parts. Donc il y avait aussi dans cette séquence, peut-être même avant la reconstitution de la finale, de la première finale, déjà l'idée aussi au moins de mettre en parallèle aussi manga et archives. Oui, c'est vrai, c'était un de mes premiers tests en fait, et premiers jeux avec... C'était tellement drôle de voir ces images si proches que j'ai voulu, pour m'amuser, parce que j'adore monter, voir ce que ça faisait, une sorte de mash-up en faisant des plans de coupe avec le dessin animé. Et là, il y a eu une coïncidence, une heureuse coïncidence. Les jours où j'étais en train de travailler précisément sur ce petit montage, Portiched, c'était son 3e album. Et l'un des titres qui était certainement des titres majeurs de l'album s'appelait Machine Gun. Et donc avec des synthétiseurs analogiques, reproduisait ce son presque de bombardement, de mitraille. Et comme les images évoquaient des ballons bombes, je me suis dit que ça peut être rigolo d'essayer avec ça. Et en réalité, c'était peut-être trop évident, donc ce qui a tout de suite fonctionné pour moi, et c'est là où ça a ouvert plein de voies, c'était plus que le son de la mitraille, c'était la voix de Beth Gibbons, où j'ai trouvé une sorte de relation en fait, entre elle et les joueuses. Bon, ça c'est un peu personnel, c'est la subjectivité. Et Beth Gibbons, c'est une chanteuse, je ne sais pas si vous l'avez déjà vue en vrai, c'est une chanteuse qui est très introvertie. Elle arrive en festival, elle est avec son jean, son badge et puis sa bière en un gobelet en plastique. Elle est complètement recroquevillée sur elle-même et puis elle se met à chanter et tout le monde est électrisé. Donc il y avait une espèce de contraste entre la fragilité de sa voix et au contraire quelque chose de tellement émotionnel, tellement fort. Et je trouvais que c'était très beau sur ces joueuses exténuées qui étaient plutôt introverties, qui n'étaient pas enclins à être qui n'étaient pas habituées, qui n'aimaient pas se mettre en avant. Elles aimaient bien nous dire que c'était normal, tout ce qu'elles faisaient, que c'était rien d'extraordinaire. Et tout du coup, le mélange avec la voix de Beth Gibbons qui apporte une dimension féminine, je trouve que ça faisait presque un moment de sororité, je trouvais que c'était très efficace et ça fonctionnait bien. Et c'est vrai que ça a guidé après tout le reste. C'était la première expérience musicale aussi. Et l'utilisation des synthétiseurs analogiques m'a semblé être aussi un peu une évidence par rapport à la dimension du Japon des années 60, qui a été longtemps, notamment vue de France, une fenêtre vers le futur. Et donc il y avait un côté rétro-futuristique d'utiliser ces synthétiseurs analogiques, qui eux-mêmes avaient, il fut un temps, sonnaient comme l'instrument du futur et qui aujourd'hui, de par son imperfection, c'est un son un peu chevrotant, souvent un peu détuné, tout à fait accordé. Et tout ça, ça allait très bien avec le côté un peu désuet aussi, mais futuristique du Japon. Donc j'ai continué sur cette lancée avec
à chaque fois l'utilisation de ces machines. Et puis, puisque là je suis lancé, je vais m'arrêter là sur la musique. La fin, c'était particulier parce qu'il y avait beaucoup d'enjeux pour moi. C'était le climax, comme on dit en américain. Non, c'était important que je trouve quelqu'un qui puisse prendre en charge ça. Et pour moi, ça devait être une musique originale. Et encore une fois, par association d'idées, par ma subjectivité personnelle, j'ai été vraiment très frappé par l'image que j'ai reçue du CIO, où on voit Daihatsu. Et j'ai vu beaucoup de gens réagir à ce moment-là, qui est sur sa chaise et qui a l'impression d'être à un enterrement, il est complètement abattu. Et je trouvais que c'était très surprenant, parce qu'on ne réagit pas quand on est champion olympique de la sorte habituellement. Et donc je me suis interrogé, puis j'ai bien regardé cette séquence. À un moment, vous l'avez certainement vu, il sèche ses larmes avec beaucoup de pudeur. Il cache ce pleur. Et j'ai trouvé que c'était très beau, parce que en fait, Daihatsu, à ce moment-là, il a compris que c'était la fin. Donc il est tout simplement nostalgique d'un parcours qu'il va quitter. Il sait que beaucoup de choses vont arrêter, que lui-même va retrouver sa vie de famille. Il était marié, il avait des enfants. Et donc il est très triste. Il a un mélange de fierté, bien sûr, de joie, toute rentrée, et aussi de tristesse. Donc il y avait une dimension nostalgique et mélancolique qui était clairement affichée. Et j'ai pensé donc à un artiste que j'aimais beaucoup, le leader d'un groupe qui s'appelait Grand Daddy, qui était connu surtout des skateurs dans les années 90, que j'avais découvert dans les vidéos de skate. Et sa musique, et donc Jason Little, qui était le leader de ce groupe, était tout à fait, c'était son univers, cette espèce de mélancolie. C'est une musique qui est jamais noire, qui est jamais sombre, mais qui est mélancolique. Donc elle est pas tout à fait le meilleur morceau qu'on passe en soirée pour danser aussitôt. Et donc j'ai demandé à Jason Little, comme un vulgaire fan sur Bandcamp, et il m'a répondu. J'avais testé la séquence avec un morceau de Grand Daddy qui fonctionnait très bien. Et Jason Little a été aussi visiblement touché. Il a été très ému par cette fin où on voit les sorcières pleurer. Et donc il a accepté de faire cette musique. Et c'était très important pour moi parce qu'il y avait un enjeu aussi un peu intellectuel par rapport au statut de ce documentaire, enfin de la façon d'essayer de travailler de façon différente les documentaires de création. C'est l'utilisation de la musique dans ces documentaires en général qui sont au milieu des illustrations. C'est souvent pour des questions de budget ou de non-intérêt pour la musique. Parfois des musicomètres, qu'on appelle comme ça, qui sont très impersonnels. Et là, le fait de demander une musique non seulement instrumentale, mais chantée, en fait, c'est une chanson créée pour le film. Pour moi, ça a apporté une dimension très importante, beaucoup plus incarnée, et puis donc les paroles en anglais, mais qui suit cette séquence, qui explique ce qui est en jeu. Ça a été une des belles aventures pour moi d'avoir cette réponse positive et d'avoir engendré la création d'un nouveau titre de Jason Little. Personnellement, c'était aussi très agréable. Et une autre assez belle aventure a été, je crois, la rencontre avec les sorcières et peut-être déjà la première rencontre avec elles, puis ensuite le tournage qui a eu lieu quelques mois plus tard au Japon. Effectivement, donc j'ai découvert cette histoire à travers d'archives, et puis je me suis documenté, j'ai découvert tous ces éléments, notamment l'usine, etc., qui étaient complètement fous, et j'ai trouvé que l'histoire avait un potentiel très important. Puis après, c'était quand même un très gros défi, donc je commençais à en savoir plus, et puisque chaque projet est différent, et donc demande des réponses différentes. Je me suis rendu compte dans les archives que je lisais, donc les articles d'époque, et aussi des études universitaires plus récentes, qu'il y avait un gros problème de compréhension par rapport à cette histoire de... Il y avait de l'ambiguïté, ça c'est sûr, mais il y avait aussi un problème, une vision occidentale qui était certainement biaisée par deux écueils.
Le premier, c'était une méconnaissance du sport de haut niveau, et le deuxième, une méconnaissance du Japon. Le sport de haut niveau, c'est pas ce que vous faites, ce qu'on fait globalement, pour se faire plaisir, pour s'entretenir, pour s'amuser. Donc il y a un investissement qui est très important. C'est une population très particulière, c'est pas des gens ordinaires, ils appartiennent à une catégorie qu'on ne peut pas considérer. Je dirais parce qu'il faudrait avoir presque un regard anthropologique sur l'athlète de haut niveau. Il ne correspond pas aux normes. Et je ne voyais pas ça dans les archives. Les gens, donc, ce qui était très agaçant, c'était que les Américains, surtout, dans l'article de Life de Sports Illustrated, ils disaient que c'était contre la dignité féminine. Enfin, du coup, ils genraient en fait l'histoire en disant que c'était un tortionnaire qui victimisait des femmes. Et dans un contexte particulier, qui est celui d'aujourd'hui, avec des affaires sordides qui sortaient régulièrement et qui sortent encore, au Japon, dans le baseball, dans le judo, en France, partout. Et donc c'était trop, il y avait trop pour moi je ne pouvais pas faire de voix off et dire ils avaient tort, moi j'ai raison. Donc l'idée est partie il faut que ce soit les sorcières qui parlent. Il faut que ce soit elles qui racontent leur histoire et je dois m'effacer là-dessus. Je ne dois pas donner mon avis sur la question. Et il y avait donc deux gros problèmes, c'est que je ne parle pas japonais et que ces femmes sont d'une autre génération que la mienne, donc j'avais plein de difficultés à rentrer en contact, pas seulement matériellement, puisque ça nous a pris à peu près 1 an, avec Catherine, dont je veux parler dans quelques temps, enfin tout de suite, quoi. Et puis William, on s'est mis à 3. On a essayé d'attaquer le château par 3 faces. Moi j'avais contacté l'équipe de France de volley pour être en contact avec l'équipe nationale japonaise. Catherine avait ses réseaux souterrains japonais. Et puis c'est finalement William, par l'intermédiaire de l'Institut français, quelqu'un qui connaissait. Oui, c'était Claude Brenez d'ailleurs qui est dans la salle quelque part, à qui j'avais fait une demande comme ça, comme on jette un petit peu une bouteille à la mer, on ne sait jamais. Et puis en fait, elle a contacté l'ambassade à Tokyo et quelques jours après, il y a une personne qui était en charge du sport olympique à l'ambassade et qui me répond en disant justement j'ai rencontré quelqu'un la semaine dernière qui me parlait des sorcières et qui est en contact avec elle. Donc voilà, décrivez-nous votre projet, envoyez-nous un dossier et puis on verra ce qu'on peut faire. Donc ça a duré de mémoire à peu près 1 an pour trouver les premiers contacts, etc. Et donc j'avais conscience que c'était complexe et là où j'ai trouvé solution miracle avec Catherine Capet. Voilà. Je veux revenir à Catherine. Je vais te dire un petit mot si tu veux. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je connaissais Catherine d'avant, d'un projet. Catherine était fan de marqueurs, elle avait repéré mon film, je sais comment, et elle l'avait programmé, je crois, à Yamagata. Elle m'avait envoyé plein de gentils mots. Et donc on était restés en contact. Et j'ai recontacté Catherine à ce moment-là, en disant voilà Catherine, j'ai un gros problème, je ne parle pas japonais, et même si j'adore le Japon, il me semble que j'ai besoin de vous. Catherine, donc je vais parler pour vous, là, mais Catherine a longtemps vécu au Japon, elle a même participé, je l'ai su après, elle est allée à Tokyo en 64. Peut-être elle peut nous raconter un peu ça, ouais, c'est ça. Ouais, elle est bien. Catherine, cadeau. Et donc Catherine a été non seulement une interprète, mais elle a été indispensable, parce qu'il a fallu travailler à distance, il a fallu créer un lien de confiance avec des joueuses donc, qui habitaient dans 2 régions, le Kansai et le Kanto. La plus jeune avait 73 ans, c'est Chiba, c'est un Shinozaki, je sais plus, Shinozaki, je crois qu'il est 73 et 74, et la plus âgée avait donc 81 pour Tanida, et Miyamoto, qu'on ne voit pas à l'image, mais qui est, on a sa fille au téléphone, elle avait 83.
Et donc j'ai proposé à Catherine de chasser les sorcières. Elle a bien aimé ça, cette chasseuse de sorcières. Donc je sais pas si tu veux dire un petit mot du premier contact que tu as eu même avec Rakida et les autres. Avec qui? Oui, Ah, Chiba, Rakida. oui, oui. Chiba, je lui ai raconté, je lui ai raconté le projet de Julien. Et Julien était passionnant. Le projet de Julien était formidable parce qu'il voulait faire revivre les sorcières et les Jeux Olympiques de 64. Et c'était pas un truc de télé, c'était vraiment un projet humain et presque ethnographique aussi. C'était passionnant et moi j'étais complètement passionnée, donc j'ai raconté à la première. J'ai eu le téléphone par William, par toi. Et puis je lui ai raconté, puis elle a été tout à fait conquise. Et puis je lui ai dit aussi que j'avais été interprète aux Jeux Olympiques en 64, bébé interprète. Et donc j'avais vécu ces jeux, cette flamme. Et donc on est devenus amis tout de suite. Et elle m'a proposé de contacter les autres. Parce que j'avais la liste, Julien avait tout préparé très très bien, mais on n'avait pas les téléphones. Mais elle a fait l'intermédiaire très très bien. Et ça a été merveilleux, on est devenus des amis. Elle nous a même invités à déjeuner. Oui, ça je me souviens, il y a Léon aussi qui est là, qui a travaillé sur le son du film, qui est avec nous sur le tournage. Et je me souviens, un des derniers jours du tournage, on était tous les deux et on cherchait Catherine. Oui, Catherine, on allait repartir. Et on vous a vu toutes les deux avec Chiba et avec Léon, on s'est dit, ça, c'est beau. Parce qu'elles étaient comme deux copines à marcher, on trouvait ça, c'était super. Oui, je lui téléphone de temps en temps, je lui ai parlé du film, là. Elle attend avec impatience de le voir, je lui ai raconté. Elle veut absolument qu'on le voie. Oui, donc ça c'est une question qui arrive normalement assez vite dans l'assistance, donc on va y répondre. Elles n'ont pas vu le film. Parce que j'ai pas voulu leur envoyer un lien. Voilà, c'est même pas par... parce que j'avais envie qu'on le revoie tous ensemble sur un grand écran. Notamment, vous avez vu cette fin avec le format scope, qui quand même... Enfin, le film ne peut pas vraiment avoir la vision sur petit écran, il faut vraiment l'adapter. Donc on l'a fait, il y aura une version bien sûr pour petit écran, mais ça fonctionne surtout sur un grand écran. Et donc j'avais envie qu'on se retrouve pour leur rendre ça. C'était aussi... Elles nous avaient beaucoup donné, elles nous ont beaucoup donné, et j'avais envie de retourner au Japon et de leur rendre. Et donc voilà, c'est pas encore fait, et on espère le faire à l'automne, si tout va bien. Donc on aurait dû se méfier, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Tokyo, ils sont souvent en retard. Hein. C'était prévu en 1940, je vous rappelle. On a mis 24 ans, là on est quand même mieux. Un an, c'est encore acceptable. Il y a un truc avec Tokyo quand même. En 3 jours, ça commence. En 3 jours, hein, il est là. Est-ce que vous avez des questions avec ou sans micro? Oui. Non, non. La conversation entre elles, la table est entièrement spontanée parce qu'elles avaient un minimum de consignes. Non, 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 on leur avait dit... on les avait invitées à un déjeuner. Donc elles ont déjeuné, elles ont été relativement à l'aise tout de suite. Effectivement, ça a créé quelques conversations très spontanées. Il n'y avait aucune consigne. Après, j'avais décidé, j'avais imaginé une scène la plus dirigée, d'ailleurs qui sera un super bonus pour le DVD, le Blu-ray. Catherine a peur parce que c'est elle qui va devoir traduire. Non, j'avais prévu quand même un truc en plus, qui était de faire une espèce de portrait, alors pas des portraits chinois, mais plutôt des portraits à la Bernard Pivot. Donc elles devaient dire leurs gros mots préférés, je sais plus ce qu'elles vont dire au Saint-Père en arrivant là-haut, ou comme ça. Donc elles ont répondu à tout ça, et donc c'était après le dessert en fait. Là, donc c'est assez long, hein, parce qu'elles avaient au moins 5 questions, je crois, chacune à répondre. Leur moment préféré, etc. Et puis j'avais un matériau qui était hyper dense et j'avais beaucoup de choses à raconter. Comme cette histoire était peu connue, je voulais qu'il y ait une certaine chronologie, qu'on comprenne l'évolution par rapport au contexte
l'usine textile, leur premier titre mondial, l'entraînement qui s'est intensifié et les Jeux Olympiques. Ça faisait beaucoup, mais voilà, c'est un matériau qu'on va pouvoir exploiter autrement. Ce sera un vrai bonus pour le coup, qu'on pourra découvrir avec l'édition qui sortait. Et donc voilà, c'était... Ouais. Non, on peut expliquer comment on a procédé. En fait, donc Catherine a fait ce travail préalable de relation avec les joueuses, on a commencé à expliquer ce qu'on allait faire, etc. Et puis donc on est parti en juin 2019 avec Léon et Catherine. Donc je remercie Léon et Catherine, notamment de m'avoir appris à ne pas choisir au restaurant entre deux plats. Autant prendre les deux, comme ça on goûte les deux. On est partis tous les trois et on a décidé de... J'ai amené un ingé son, j'ai pas amené un caméraman. Parce que l'idée était de recueillir leurs témoignages de façon orale. Et c'était aussi une posture, enfin pas une posture, mais c'était une attitude qui nous semblait opportune pour casser justement la façon dont les télévisions ont de rentrer de façon un peu fracassante chez les gens. Tout de suite on filme, puis ça repart, et puis au bout de 5 minutes il repart, et puis après au montage ça va être recoupé, etc. Donc là nous on est venus la première fois, mais sans caméra. Et on a donc passé ces entretiens audio qui, dès le départ pour moi, étaient la matière de la future voix off. Donc on est rentré en France et Catherine a fait la traduction de tous les entretiens. Donc on a eu 4 entretiens à peu près d'une demi-journée. Donc c'était relativement court sur place, même si ça faisait des semaines. Pourquoi tu veux rigoler là? Et donc les entretiens étaient riches. Catherine avait donc traduit. J'ai dérogé ces entretiens et j'ai décidé de conserver des bribes chacune d'entre elles. Je voulais que ce soit un récit choral, parce que c'était une histoire collective. Et je ne pouvais pas rentrer dans l'individualité de chaque joueuse. Et elle devait l'entretien. L'idée après était, donc c'était un peu un défi que je m'imposais moi-même, mais j'ai demandé aux joueuses le lieu de leur tournage. En fait, je leur ai dit où est-ce que vous voudriez qu'on vous filme. J'avais vraiment envie qu'elles se portraitalisent elles-mêmes, quoi, que ce soit pas que moi qui décide de ça. Et donc pour 2 d'entre elles, c'était très évident. Chiba, qui allait au club Renaissance toutes les semaines, poussait de la fonte, elle a dit on va aller à la salle, je vais vous montrer ce que je pousse et tout. Elle était assez fière de ça. La deuxième, c'était Shinozaki-san. Elle jouait encore pas mal, elle entraînait. Donc elle a trouvé que c'était intéressant de la voir dans ce contexte-là. Et puis les 2 autres, aussi parce que leur tempérament était un peu différent. Elles étaient moins partantes, enfin on l'a su après, elles étaient autrement partantes, mais elles ne savaient pas trop, donc on discutait. Donc, Tanida nous avait reçus chez sa fille et ses petites filles. Donc je trouvais que c'était sympa de les filmer dans ce quotidien-là. Puis Tanida disait qu'elle jouait beaucoup avec ses petits-enfants, qu'elle aimait bien ne pas les laisser gagner. Ouais, donc la compétitrice jusqu'au bout. Donc je suis venu pour le tournage avec un memory game, là, c'est moi qui lui ai refait. Parce que l'idée était de créer des liens qui n'étaient pas forcément évidents à la première vision entre le lieu de tournage et la voix off, qui sont déconnectés parce que c'est un son qui n'est pas in mais off, mais qui sont en résonance. Donc je demandais à Tanida de faire un effort de mémoire et elle jouait. À très vite, Raph. Bon retour. Merci. Donc elle jouait au Memory Game en faisant ce travail de mémoire. Chiba parlait de la routine du quotidien, l'entraînement, avec notamment toute la préparation bien avant l'entraînement, ce qui s'appelle le Taiso, le renforcement musculaire. Et il est en train de faire de la préparation physique elle-même. Shino parlait des exercices de Daimatsu, avec ce fameux jeu des 10 points complètement fou.
et elle est en train d'entraîner, etc. Et Kanda, j'aimais beaucoup son récit du voyage, la tournée en Europe. Et quand elle avait dit qu'elle voyait, elle voyageait, elle découvrait les pays à travers les fenêtres, on l'a ramenée en fait de Kyoto le jour où on a fait le repas, et on l'a filmé dans la voiture où elle voit le paysage défiler. Donc c'était une sorte de clin d'œil avec ce récit que j'aimais beaucoup. Originellement, elle avait raconté aussi un truc, on aimait bien cette histoire avec Catherine, la pomme. Donc pourquoi elle coupe une pomme? Parce que c'était une piste qu'elle raconte cette histoire, mais c'était trop digressif. Mais elle se souvenait on essayait de lui demander un peu comment ça c'était, voilà. Parce que moi j'ai fait du sport aussi d'équipe et j'ai un grand souvenir, il y a mes camarades qui sont là d'ailleurs. Et bon, quand on voyage, il y a plein de souvenirs. Je me dis, bon bah, il a dû se passer des choses quand même en tournée. Elles sont parties 3 mois en Europe. Et donc elles étaient très très concentrées sur le volet. Il n'y avait pas eu visiblement de tentation, quelle qu'elle soit. Mais elle nous a raconté qu'elle avait un jour un vide de fruits. C'était en Roumanie. Et qu'elle avait un souvenir très mémorable d'une femme qui leur avait ouvert leur jardin. Et Daimatsu ne savait pas, donc elle s'était fait engueuler, je crois, mais elles étaient parties, elles étaient à 2, je ne sais plus avec qui elle était, c'était avec Honda ou je ne sais pas, je ne sais pas. Et donc elle avait un souvenir d'avoir mangé des pommes délicieuses. Et donc on est allé aussi, quand on l'a visité, on lui a amené une pomme, je crois. Parce qu'au Japon, je ne sais pas si des gens qui ont la chance d'aller au Japon, mais la pomme a un statut un peu plus précieux. C'est un fruit qu'on peut offrir individuellement, toujours très bien protégé. Donc c'est pas notre vulgaire pomme à cidre qu'on a dans nos cagettes. C'est quelque chose. Une pomme, c'est un beau présent. D'ailleurs, c'est pas le même prix. Hein. Une pomme au Japon, c'est, je sais pas, 4 € la pomme. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions dans la salle. Moi, juste une question. Je voudrais savoir, pour avoir les documents, est-ce que les Japonais, entre autres, ont fourni facilement les archives? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que ça se fait facilement? Alors c'est un terrain dans lequel j'étais aussi plus familier parce que mes films précédents étaient souvent exclusivement dans l'archive, donc et travaillant aussi dans une cinémathèque. Ça m'a amené quelques connaissances, mais c'est toujours compliqué. C'est surtout William qui a des sœurs froides, etc. Parce qu'il faut demander des droits et c'est souvent des longues semaines et des mois d'échanges pour essayer d'expliquer ce qu'on va en faire, avoir accès aux documents. Mais c'est quelque chose qui est plus familier pour moi. Et ce qui était super, c'est d'avoir le prix de la victoire, cette archive incroyable en couleur dans l'usine, qui est magnifique, qui était d'ailleurs tournée par une cinéaste aussi, japonaise, qui s'appelle Nobuko Shibuya, et son film a été présenté à Cannes en 1964, section court-métrage. Elle a eu même le prix ex-aequo avec un film de François Reichenbach, dont j'ai oublié le titre. Donc c'était un document incroyable, et je ne pouvais pas faire le film sans. Et donc ça a été relativement simple. Alors peut-être que William peut témoigner. Après, le gros problème, c'était le CIO, qui nous a... Parce que donc le CIO, le Comité olympique international, si vous voulez, il travaille avec des grands sponsors qui payent très cher pour avoir une exclusivité de leur image, des anneaux, etc. Donc c'est Samsung, Toyota. Même si j'ai entendu que Toyota s'était retiré, là, c'est complètement fou cette histoire. Toyota ne veut même pas être au jeu parce que, comme les jeux sont impopulaires au Japon, visiblement ils ne seront pas présents sur les sites olympiques. Et donc, pour préserver ce contrat d'exclusivité, ils affichent des prix prohibitifs qui sont tout à fait inabordables. Non seulement pour une production modeste comme la nôtre, mais même pour tout le monde. Donc on ne faisait pas une pub pour Coca-Cola de quelques secondes. Donc les chiffres, c'était, je sais plus, c'était 150 000 € la minute ou quelque chose comme ça. Un truc complètement délirant, enfin, qui n'existe nulle part, et qui est donc, en fait, qui n'est pas un vrai prix qui se base sur des grilles voilà,
le marché, quoi, mais dissuasif. Donc il a fallu beaucoup, j'ai beaucoup travaillé avec eux pour essayer d'expliquer que ce qu'on faisait était différent, etc. Donc voilà, et pour finir sur cette archive, donc le film olympique de Kon Ichikawa, qui s'appelle Tokyo Olympiade, le volet durait 4 minutes seulement, et donc c'était pas assez pour raconter la finale dans la longueur. Et donc j'ai obtenu du CIO l'accès à des, ils appellent ça des rushs, mais des films techniques non utilisés. À chaque Olympiade, il y a un film officiel, et pour les fédérations internationales, dans chaque sport, le CIO fournit aussi plus d'images concernant cette discipline. Et donc le volet, il y avait 20 minutes supplémentaires. Et on n'avait pas le droit d'utiliser d'extraits du film officiel, parce qu'on ne peut pas utiliser seulement des petits bouts. C'est uniquement une exploitation de l'intégralité du document. Et donc là, c'était plutôt de notre intérêt, parce que je ne pouvais pas utiliser les 4 minutes officielles, mais j'ai pu utiliser 20 minutes d'un film non officiel qu'ils appellent un peu à tort film technique, mais qui était aussi très mal monté, enfin un peu dans tous les sens. Et c'est une très bonne perche pour parler de Hiromi, qui est là aussi. Hiromi qui a fait un travail complètement fou, parce que la finale que vous avez vue, en fait, est complètement... enfin, elle n'est pas truquée, mais les images et le son n'étaient pas ensemble. Parce que dans le CIO avait pas de son synchrone, ils avaient remis de la musique, c'était n'importe quoi. Et on a découvert que NHK, donc la radio, la télévision japonaise, avait conservé la retransmission radio en intégralité de la finale. Donc j'avais un début et une fin, sans interruption, sans publicité, j'avais toute la finale en audio. Et il a fallu donc resynchroniser avec ce que j'avais. J'avais 20 minutes d'image, mais on ne savait pas si c'était le premier set, le deuxième set, le troisième set. Donc il a fallu. Donc j'ai envoyé à Hiromi en disant, bah, à ce point-là, il y a un service, un retour et une petite balle. Ça va faire un gros bruit parce qu'il y a un gros smash. Donc elle disait, il y a un gros smash, et puis ça. Et puis elle m'a envoyé, et en fait ça marchait super bien. Donc elle a passé un temps fou. Non, c'était pas simple. Et donc elle a fait un travail colossal, et je la remercie publiquement ici. Je voulais savoir, est-ce qu'entre 62 et 64, les sorcières ont continué à travailler en usine? Oui, parce que comme Chiba explique en allant à sa salle de gym, là, Daimatsu était très... il voulait absolument pas qu'il y ait de régime de faveur vis-à-vis de Nichibo, l'entreprise qui les employait tous. Daimatsu travaille aussi pour Nichibo, donc on le voit dans l'archive. Ils travaillent ensemble en fait. Lui aussi est employé. Et donc il n'était pas question d'arrêter quoi que ce soit. La nuance est que elles avaient des postes à l'usine de Keizuka qui leur permettaient d'être absentes. Donc elles n'étaient pas... c'était pas des ouvrières de base, hein. Elles pouvaient pas, la chaîne de production ne pouvait pas s'arrêter quand les sorcières allaient faire des tournées. Donc elles travaillaient, comme Shino le disait, plutôt à la réception des commandes, des colis ou des matières premières qui arrivaient. C'était une usine de coton. Donc elles ont continué à travailler, et leur quotidien donc a été décrit dans le film. Tout le matin, travail à l'usine, donc plutôt un travail d'employé que d'ouvrière à proprement parler. Et puis en début d'après-midi, les plus jeunes, les remplaçantes, préparaient et faisaient un travail qu'on appelle aujourd'hui un travail de physique. Et à 16h30, la capitaine arrivait, lui il arrivait. Ensuite, il s'entraînait jusqu'à une durée donc indéfinie. C'est ça je me suis cassé les dents pendant des semaines là-dessus, parce que je regardais les archives, et puis en bon historien, j'essayais de recouper et de dire, bon, si j'en ai au moins 2 qui disent pareil, c'est que je ne dois pas être loin de la vérité. Et là, personne disait, ils s'entraînaient jusqu'à 11h, jusqu'à 1h du matin, jusqu'à minuit, jusqu'à 3h. Je ne comprenais jamais, je dis, bon, il y a bien quelque chose. Et c'était une des grandes découvertes que je trouvais vraiment extraordinaire, une des grandes originalités de la méthode Daimatsu. C'est qu'il n'y avait donc pas d'horaire fixe. Il fallait réussir un exercice qu'elle faisait à 2. Il fallait marquer 10 points dans les affilés. Et ça pouvait durer 10 minutes si les joueuses étaient en forme et si lui n'était pas trop
enclin à aller faire des jouets. Et ça pouvait durer jusqu'à 6 h du matin, puisque chez nous, dit, on croisait les ouvrières de l'aube de temps en temps, parce que ça ne s'était pas très bien passé, on n'avait pas... C'était pas bien entraîné. Donc ça, c'était une découverte complètement folle. Et est-ce qu'en Union soviétique, c'était la même chose? Les athlètes travaillaient aussi en usine? Oui, alors il y a une espèce de... Je pourrais pas vous raconter tout ça en détail, mais il y a eu une espèce de rivalité interposée. C'est-à-dire que Daihatsu disait les Russes sont des professionnels, pas nous. Et les Russes disaient aux Japonaises elles sont payées pour jouer au volley. Donc il y avait à l'époque le sport amateur était encore une espèce de glorification. C'était mal vu d'être professionnel. Donc elles l'étaient en réalité, les soviétiques et les japonaises, si on veut, parce que les joueuses sont recrutées par Nichibo pour leur qualité de volleyeuse. Donc il y avait quelque chose, il y a un amateurisme marron, c'était le terme utilisé dans les années 30 par la presse. Les Russes, elles s'entraînaient moins, parce que Daihatsu avait fait une étude un peu comptable, il avait dit, bon, bah, les Russes, c'est les meilleurs, les Soviétiques. Si elles s'entraînent 3 heures, bah, il faut qu'on s'entraîne 6 heures. Et donc, en 2 ans, on va les rattraper. Après, les Soviétiques s'entraînaient, elles jouaient plus au volley. Le temps de jeu, c'était des phases de jeu, on va répéter, mais en gros, elles jouaient au volley. Les Japonaises, vous avez vu, la plupart du temps, elles ne jouent pas au volley, elles courent pour ramasser des balles. Et donc c'est un conditionnement avec énormément de travail répétitif, qui est très japonais, avec donc une méthode, une culture d'entraînement qui est très différente de la nôtre. Pour prendre un exemple connu, le judo, par exemple, les ceintures de couleur, c'est une création française. C'est parce qu'on ne pouvait pas expliquer aux petits Français, aux petites Françaises que pendant 10 ans, ils vont faire du judo, puis il n'y aura aucun grade, aucune avancée. Et puis, il y a un mot, alors je ne sais pas, Catherine me contredira peut-être, mais le mot pédagogie, je ne sais pas si ça existe en japonais. Pédagogie? Kyoiku? Non. En tout cas, pour ce que je connais de l'entraînement, le concept même de pédagogie, quand on s'intéresse à l'entraînement au Japon, c'est vrai pour tous les sports, n'est pas du tout d'expliquer, alors voilà, c'est comme ça que tu vas le ressentir, etc. Le truc européen, français, où il faut comprendre pour progresser. Au Japon, c'est on regarde, on répète, et on va atteindre un niveau d'excellence corporelle, gestuelle, qui vous amène à un niveau de conscience surélevé en disant, voilà, il n'y a pas de différence entre le corps et l'esprit, c'est par le corps qu'on va apprendre le geste, et on n'a pas besoin de savoir que on doit imager. Alors nous en France, au basket, on disait pour la passe, imaginez une bielle de wagons, etc. Et puis il fallait expliquer, apprendre. Donc là, clairement, sur l'aspect extrêmement répétitif et intense, c'est une culture d'entraînement qui est totalement différente. Et donc c'est ça qui est intéressant, quand je vous parlais d'un regard un peu anthropologique. C'est que je trouve qu'en France, je l'ai découvert aussi, la question du travail et de l'effort est très politisée. Très rapidement, c'est politisé. Quand on était au Japon tous les trois, avec Léon, au Japon, souvent dans les métros, il y a des gens assez âgés qui travaillent. Alors nous, en français, en disant, quand même, ils les font bosser jusqu'à là, à cet âge-là. Et puis Catherine nous dit, mais ils sont très heureux de travailler. Et quand on a quitté une des joueuses, 6 mois plus tard, elle avait arrêté de travailler, elle était triste, elle avait très envie de continuer à travailler. Donc je crois qu'il y a un rapport au travail et à l'effort aussi. C'est ça qu'on retrouve dans le sport de haut niveau, donc ça c'est pas que japonais, le goût de l'effort, qui parfois peut heurter le public plus ordinaire en disant non mais c'est pas possible, on peut pas aimer on chie autant, c'est pas possible. Bah si, parce que le goût de l'effort c'est quelque chose qu'on atteint, voilà. Puis, vous savez, ces choses comme elles s'entraînent, je dis pas la caisse qu'elle devait avoir, on peut arracher des arbres quand on s'entraîne autant, on se sent d'une force et voilà, on a vous avez du gaz comme ça. C'est aussi très... alors, l'entraînement peut être très dur, on peut vomir, on peut tomber dans les pommes, etc. Mais vous êtes une machine, quoi. Vous devenez très très fort.
quand on voit leurs témoignages, quand on voit le corps de ces femmes à 74 ans, elle arrive à mettre son pied là derrière la tête sans échauffement, vous voyez qu'elle n'est pas du tout cassée, c'est incroyable. Elle n'a pas été broyée par ces années de surentraînement. Et dans les entraînées de Shinozaki, il y avait une dame de 84 ans qui faisait l'entraînement là. Elles continuent toutes, c'est pas des professionnels, c'est pas du tout professionnel, mais elles continuent, elles aiment. Christophe. Dans le film, j'ai pas l'impression qu'on voie les médailles olympiques. Elles nous les ont fait voir, elles les ont encore. Oui, on leur a demandé, c'était. Ouais. Oui, on les avait, et le caméraman les a mises autour de son cou. Ouais. Non, chacune les avait. Non, mais... Je sais pas, on l'a pas. Comme non, c'est vrai. Elle l'avait toutes, oui, elles nous les ont toutes montrées. C'était beau. On a les photos et le caméraman les a mises autour de son cou. Moi, j'ai pas osé, j'ai dit que je méritais pas ça et j'ai pas mis la médaille. Est-ce qu'elles ont eu une forme de remerciement à la fin quand elles se sont arrêtées? Est-ce qu'elles parlent de ça à un moment ou pas? Remerciement aussi. Au niveau des salaires, par exemple, au niveau d'une prime, au niveau de quelque chose, est-ce que ça n'en parle pas du tout? Non, c'est ça qui fait toute la beauté du film, et je crois que le public japonais avec qui j'ai commencé à échanger apprécié, et ça, pour le coup, c'est pas proprement japonais, c'est propre à une période où les sportifs, les sportives faisaient tout ça pour la gloire. C'était pas pour devenir célèbre, c'était pas pour avoir des montres en or qui valent le prix d'un appartement, des voitures de sport et des villas avec des piscines. C'était juste voir l'URSS sur la place de 2 et moi être au-dessus de l'URSS et leur dire c'est moi qui t'ai battu. C'était juste la gloire. Et donc c'est assez beau de voir cette espèce de... Voilà, mais c'est générationnel. Ces femmes-là, si elles vivaient aujourd'hui, elles vivraient avec leur temps. Donc j'ai même pas de c'était mieux avant, etc. C'est un fait. À cette époque-là, les sportifs étaient fiers de représenter leur nation. Et à titre personnel, voilà. Et donc il y a un décalage, et je crois que c'est aussi beau de voir ce côté un peu gratuit, et ces femmes vivent relativement humblement, enfin elles sont à niveau normal, mais vous voyez qu'elles ne sont pas dans des villas de luxe. Et ça correspond aussi à une période où le sport était vraiment... voilà, il y en a pas mal qui ont quitté Nichibo après, mais l'après, je n'ai pas beaucoup étudié, je ne voulais pas trop continuer. Peut-être avant de prendre... Oui, alors allez-y. C'est la question que je voulais poser. Il reste quoi dans l'imaginaire japonais aujourd'hui de cette épopée? Il reste quoi dans l'imaginaire japonais aujourd'hui de cette épopée? Ça représente quoi pour un japonais? Comment les sorcières sont perçues, connues, ouais. Tout le monde les connaît. En fait, quand on parle des sorcières de l'Orient, vraiment tout le monde, toutes les générations savent de qui il s'agit. Et ça représente beaucoup de... Ouais, c'est un peu l'équivalent de notre France 98, mais c'est un peu plus vieux, donc ils connaissent les sorcières sans connaître peut-être tous les noms des joueuses, par exemple. Mais c'est France 98, c'est une espèce de moment où on a fini par gagner. La NHK aussi a beaucoup profité de ce record d'audience, c'est monstrueux, je crois que c'était 92% d'audience. Et donc régulièrement, un peu comme France 98, on va convoquer les joueuses juste pour faire des rétros sur la NHK. Donc elles ont un statut particulier. Puis il y a eu certainement un effet de vampirisation avec les mangas et les animés, qui fait que le manga est devenu... et que peut-être qu'on ne fait plus le lien en fait avec cette source originelle. Et là par contre, parce que c'est pareil, moi je me posais un peu la question de la notoriété ou pas. Quand on a fini le tournage, on est allé chanter dans un karaoké. Et bon, on a vraiment pris le premier qui venait. Hein, je crois que c'était Ryoko qui avait trouvé, mais bon, je sais pas, oui, j'ai pas l'impression qu'elle avait sélectionné, mais bon, on est sorti du restaurant, moi, je sais pas, j'ai un souvenir. Oui. Donc on a chanté, c'était un chouette moment. Et dans le catalogue, il y avait la chanson de Attack No. 1, le générique. Attaque, on entend à la fin là. Donc ça montrait le statut. Je sais pas, il y a des Japonais là, apparemment, c'est une chanson qui a l'air, voilà, qui est dans l'imaginaire collectif, quoi.
organisation différente du sport au Japon, parce que c'est quand même très étonnant que ce soit une équipe privée qui représente une nation entière, alors que c'est comme si on envoyait le PSG à tout le monde. Oui. C'est très étonnant. Qu'est-ce qui s'est passé en fait pour que le mouvement ne continue pas Alors, il y a plusieurs dimensions dans votre question. La première, c'est effectivement, il y a une réalité japonaise qui est assez singulière. C'est le lien entre l'entreprise et le sport de haut niveau, qui est encore le cas au Japon, où le sport professionnel est souvent soutenu par des entreprises qui en tirent un profit d'image. Donc ça, c'est encore vrai. Et donc, par exemple, à l'époque des sorcières, Nichibo, donc, qui est un des gros groupes textiles, qui est un des fleurons de l'industrie japonaise, avant la fibre synthétique, le coton japonais, c'était très important. Par exemple, ils étaient en concurrence avec Yashica, qui faisait des appareils photo. Et donc, le volet était très implanté, notamment dans les industries textiles du début du XXe siècle. Et c'est seulement après la Seconde Guerre mondiale où il y a eu cette évolution, où les groupes industriels ont souhaité déporter leur concurrence industrielle sur le plan sportif. Et ils voulaient être champions du Japon pour en tirer donc cette renommée et montrer la bonne santé de leur entreprise et de leurs employés qui étaient des champions. Donc ça, c'est une chose. Donc Nichibo, quand vous s'est arrêté en 1966, la fin de leur... Parce qu'il fallait bien que je termine mon film aussi. Mais en fait, c'était le terme de 258 victoires consécutives. Et en fait, le Japon est champion du monde en 67. Donc c'est des championnats du monde un peu bizarres parce qu'il devait avoir lieu en 66 et c'était annulé. Donc en 67, par exemple, Chiba, qui va à la salle de muscu, elle devient capitaine. Elle est championne du monde en 67. En 68, c'est son vice-championne olympique. Et en 72, elles sont vice-championne olympique. Donc c'est plus les mêmes joueuses. Enfin, Chiba va continuer un peu avant 72. C'est une des joueuses les plus titrées. J'ai l'impression que je l'apprenais d'ailleurs. C'est une des joueuses les plus titrées de l'histoire du volley. Et puis c'est marrant, je me souviens qu'elle nous parlait surtout de son mari qui était champion de kendo. Donc on disait, mais oui, mon kendo, c'est surtout au Japon. Mais le volley, c'est un des sports les plus pratiqués au monde. Et vous avez gagné. Donc je me souviens de ça, la manière dont elle s'effaçait, qui était d'une humilité qui n'était pas du tout, c'était pas jamais une posture. Enfin là, je vous apprends des choses que beaucoup de gens savent, mais c'était tellement japonais de ne pas vouloir se mettre en avant comme ça que ça en devenait presque irritant. Je dis, c'est pas possible, vous êtes incroyable. Et non, c'était normal. C'était assez marrant. Avec Tanida, je me suis un peu pas frité, mais j'étais là, mais non, c'est pas normal. Et puis Catherine faisait, si, c'est normal. Juste un petit mot, parce qu'à un moment on a évoqué, mais c'est très important à préciser, et c'est présent dans le film, mais de façon, c'est pas cité. Mais tu demandais sur l'héritage un peu. Alors ça, c'est quelque chose d'indirect, mais qui est très important, et elles ont beaucoup insisté là-dessus, donc je vous le confie. Quand elles ont arrêté, donc surtout Kasai-san, la capitaine, était plus âgée, elle avait déjà plus d'une trentaine d'années. Elles ont arrêté et elles ont été sollicitées par une chaîne de télé pour rencontrer des équipes. Et donc elles attendaient que ça en fait, parce qu'elles avaient envie de rejouer, et elles avaient envie de regagner. Et donc elles ont été reconstituées et ça a eu un certain retentissement. Et en fait, comme après ça, elles ont continué, et puis elles atteignaient un âge à la quarantaine, etc. Et en fait, c'est quelque chose qui existait au Japon, mais qu'elles ont complètement développé, c'est ce qu'ils appellent les Mama-san League, où ils ont créé donc des championnats de femmes, Mama-san, de mamans, de femmes mûres. Et ça, les joueuses en ont parlé, c'était quelque chose dans les mœurs, dans les pratiques, totalement inédit. Une femme au Japon, une jeune femme pouvait jouer au volley au lycée, et socialement, elle se mariait, elle vivait souvent chez ses beaux-parents, et s'occupait de la maison des enfants. On dit ça aussi en France. Et à partir du moment où les sorcières ont montré qu'elles étaient en match de gala, etc., il y a eu c'était permis, et des femmes qui avaient donc
qui étaient maintenant femmes, qui étaient mamans, qui étaient femmes au foyer, etc., se sont autorisées, et il y avait des clubs qui ont pu accueillir cette pratique de tous les âges. Et ça, c'est une avancée sociétale majeure. Et elles ont permis ça, en fait. Et aujourd'hui, donc on voit dans le film, Shinozaki-san, elle entraîne un club Mama-san, qui sont très très courants au Japon, avec un... On a été surpris par effectivement le niveau de l'entraînement qui est pas du tout... enfin, qui est impressionnant, quoi. Ils font vraiment du sport. Certaines d'entre elles se jettent au sol pour ramasser des balles avec des genouillères. On s'est demandé si on jouait contre elles, si on n'allait pas prendre une grosse, en fait. Elles jouaient super bien. Hein. Et donc voilà, ça c'est quelque chose qui est très important. En plus du dessin animé, il y a elles ont libéré, elles ont permis à des femmes d'âge mûr de pratiquer le volleyball. Et je crois que c'est quelque chose d'important. Si vous voulez continuer le débat après, on a prévu un petit verre dans un bar juste à côté. N'hésitez pas à nous rejoindre à la sortie du cinéma. Si vous avez d'autres questions, faire ça autour d'un verre. Voilà. Merci.